Good Morning Business. Le débat. Oui, allons-y pour les superlatifs. L'affaire du siècle, rien que ça. L'État condamné pour carence fautive dans la lutte contre le réchauffement climatique. Bon, Nicolas Dose, après... Alors l'affaire du siècle, c'est le nom donné par les ONG. Tout à fait. Ils ont appelé ça l'affaire du siècle. Il y a Oxfam, enfin Greenpeace, Oxfam, ils sont tous là, Fondation Nicolas Hulot. Juste un point de contexte. Alors, carence fautive, ça suit une décision du Conseil d'État qui date de l'automne, qui avait constaté un échec de l'État français en matière de respect de ses objectifs climatiques. C'était 2015-2018 la période, voilà. Regardez là. Le Conseil d'État avait dit, bon voilà, on vous donne 3 mois pour justifier vos échecs, et là, le tribunal administratif ajoute 2 mois pour que vous nous disiez ce que vous allez faire. Alors, d'une manière très clinique, les juges ont raison. Il y a un objectif qui est chiffré, l'objectif n'est pas tenu, ils sanctionnent. Bon. Ben alors après, c'est une décision purement symbolique, c'est un euro symbolique, uniquement pour le préjudice moral. La notion de préjudice écologique n'a pas été retenue pour des problèmes de droit. Il y aurait eu un deuxième euro symbolique. Alors, moi, quand je vois ça, je me dis que je ne pense pas que ce soit la judiciarisation de l'écologie qui permette de faire avancer la cause écologique. Et objectif, c'est bien d'avoir pris des objectifs qui sont effectivement de réduire de 40% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 et la neutralité carbone en 2050. On va se voir à la face, ces objectifs, ils sont pas tenables. Ils sont pas tenables. Pour rappeler que la France émet 1% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. On est donc quand même parmi les pays développés, l'un des pays les plus verts. On a l'impression toujours dans ce climat, dans ce contexte que l'on regarde avec une lunette très franco-française, que l'on est des odieux pollueurs et que c'est vraiment une catastrophe la façon dont les choses se passent dans notre pays. Donc déjà rappelons que nous sommes quand même parmi les pays les plus verts et les plus avancés, grâce notamment à l'énergie du nucléaire. Après, vouloir aller plus loin, sachant qu'on est à 1% d'émissions de gaz à effet de serre, ben, ça suppose qu'on va contre la volonté de ceux qui disent qu'il faut du Made in France. Parce que les mêmes qui veulent du vert, ils veulent du Made in France. Les mêmes qui veulent du vert, ils veulent de l'industrie sur le territoire français. Les mêmes qui veulent du vert, ils veulent moins de nucléaire. Les mêmes qui veulent du vert, ils veulent moins de nucléaire. Et les mêmes qui veulent du vert, ils veulent pas de fiscalité écologique. Alors que la fiscalité écologique, d'après tous les travaux des économistes les plus poussés sur ce sujet, c'est quand même la solution la plus vertueuse. Ouais. Donc un objectif de 40% d'émissions en moins de gaz à effet de serre en 2030, il n'est pas tenable par rapport à une population qui veut plus d'État-providence, qui veut moins de chômage et qui veut plus de pouvoir d'achat. Et là, je ne pense pas que ce soit avec la judiciarisation des affaires écologiques que l'on va trouver des réponses. Il va falloir essayer de se dresser une feuille de route un petit peu plus réaliste que ce qu'on a fait jusqu'ici. Voilà la première réaction qui me vient, mais enfin, je laisse réagir Jean-Marc. Oh, je redoute le pire. Ah, mais j'ai commencé à dire que les juges avaient raison de manière objective. Vous pouvez redouter le pire. Il y a une chose sur laquelle je suis convaincu, c'est que les juges ont tort. Écoutez, dans un éditorial, je me cite assez souvent, donc c'est le côté un peu mégalomane du personnage, dans un éditorial des Échos, j'avais rappelé... Au moins, il est réaliste. Voilà, absolument. Oui, c'est la force de tous les paranoïaques et de tous les mégalomanes, c'est d'avoir raison. Et donc, dans un des éditos que j'ai publié récemment dans les Échos, je rappelais une formule de Pascal, dans les pensées de Pascal, où Pascal disait il y a 2 éléments dans une société. Il y a les gens qui détiennent le savoir, la force, la capacité d'action, qui sont en conformité avec les attentes de la société. Et il dit en général, c'est le prince, le roi, les dirigeants politiques, et puis les savants, c'est-à-dire ce qu'il appelle les géomètres. Et puis il y a la grimace. Les gens qui essaient d'exister, qui n'ont aucune légitimité autre que celle de se déguiser, de prendre des positions loufoques, d'exister par la provocation, le paradoxe. Et il désignait 2 types de gens, les magistrats et les médecins. Je pense que nous sommes dans une période qui confirme à plein la pensée de Pascal. Et donc, je ne reviendrai pas sur les médecins, sur le confinement, sur le délire de la dictature médico-technocratique. Je reviens sur la judiciarisation effectivement de notre vie politique. Écoutez, il y a des élections, il y a des décisions qui sont prises, il y a des mesures qui ont été prises, là Nicolas l'a rappelé, quand même le gouvernement a essayé de mettre en place la taxe carbone, on a vu le résultat. La fondation Nicolas Hulot qui porte l'affaire devant la justice, elle était quand même représentée au gouvernement et pas par n'importe qui, par Nicolas Hulot lui-même. Et elle se permet maintenant d'attaquer Nicolas Hulot. D'ailleurs, ce qui est piquant, c'est qu'il était ministre pendant la période attaquée. Sur la période qui est totalement attaquée, c'est-à-dire qu'il est totalement schizophrène, il est totalement à côté de la plaque, il est dans une sorte de dissociation de la personnalité qui est saisissante. En même temps, il a démissionné.
J'entends bien, mais il a mis le temps avant de démissionner. Et donc, je pense que effectivement, ce qui est dangereux dans cette affaire, c'est l'introduction systématique dans la décision politique et dans l'organisation de la décision politique de la composante judiciaire qui n'a pas la légitimité de la démocratie. Et donc, à titre personnel, par exemple, bon, maintenant, je vais porter l'affaire devant la justice, le fait que le déficit budgétaire a dépassé les 3% en 2020. C'est dans les traités européens, il est prévu que le déficit budgétaire doit être inférieur à 3%, qu'on m'explique que l'État se justifie, et surtout qu'il a été de 93 milliards en 2019. Non, ça pourrait être l'autre. Il y a une petite dérogation, dérogation quand même, la Commission. 2020, oui, mais 2019... Bon, allez, ça sera un autre débat. Merci Jean-Marc et Nicolas.